Ce gars, c'est Bruce Reynolds. C'est lui, le cerveau. Voleur professionnel, obsédé par une idée simple et folle, réaliser un coup si propre que tout Londres s'en souviendra. Pour commencer, il recrute. À ses côtés, l'adjoint tient le timing. L'électricien, spécialiste des câbles et des batteries. Le chauffeur du camion, capable d'avaler des kilomètres sans faiblir. L'ancien machiniste, qui comprend une locomotive mieux que quiconque. Et, parce qu'il faut des bras, les porteurs, taillés pour former une chaîne humaine. Enfin, l'intermédiaire, utile pour louer discrètement, acheter sans bruit, couvrir les traces administratives. Parallèlement, l'intermédiaire déniche une base, la ferme, planquée dans le Buckinghamshire, assez vaste pour compter, dormir et filer si nécessaire. Dès lors, le plan tient en 3 actes. D'une part, près de Sears Crossing, l'électricien force la signalisation avec une batterie de voiture. Le rouge doit s'allumer exactement au bon moment. D'autre part, quand le train s'arrête, l'adjoint et les porteurs isolent le wagon de haute valeur et amènent la rame jusqu'à Bridego Bridge. Enfin, le chauffeur du camion charge les sacs pendant que Bruce Reynolds surveille l'horloge. Il faut être rapide, silencieux et ne pas utiliser d'armes à feu. Le 8 août 1963. La campagne est noire, l'air immobile. La lampe passe au rouge. Le conducteur du train freine. Il descend, s'approche. À cet instant, les porteurs le maîtrisent. Il est frappé et blessé. Il survivra, mais il gardera les marques de cette nuit. Pendant ce temps, l'ancien machiniste tente de manœuvrer la locomotive. Tout n'est pas fluide, mais la rame avance tout de même vers le pont. Dès lors, tout s'enchaîne. Une chaîne humaine, des sacs de courrier, des sacs de billets, encore et encore. Le total tournera autour de 2,6 millions de livres, ce qui vaut actuellement plus de 27 millions d'euros. Une véritable fortune pour l'époque. Ensuite, direction la ferme. On ferme les portes. On compte, on plaisante, on mange. On pense avoir de l'avance. Cependant, c'est ici que les détails fissurent les beaux plans. Parce que l'on se détend, on laisse des traces. Gants, bouteilles et un plateau de Monopoly rempli d'empreintes. Or, la police, lorsqu'elle remonte la piste de la ferme, fouille tout et relève tout. Très vite, les arrestations se succèdent. Le procès d'Aylesbury s'ouvre, les peines sont lourdes, la presse suit chaque audience. Et là, un rebondissement. L'escapé, l'un des hommes de l'équipe, s'évade de Wandsworth en 1965, s'envole ensuite à l'étranger et devient la figure médiatique du casse. Pendant ce temps, Bruce Reynolds file bas, change souvent d'adresse, puis tombe en 1968. Chacun paie, selon ce que les preuves ont accroché en chemin. Parallèlement, la culture populaire s'empare de l'histoire. On publie des livres, on tourne des interviews, on romantise le coup du siècle. L'escapé devient un personnage public. L'adjoint est loué pour son sang-froid, l'électricien pour son habileté, les porteurs pour leur cadence. En somme, qu'a vraiment accompli Bruce Reynolds? Il a prouvé que la préparation peut frôler la perfection, mais que la discipline après le coup, la gestion des lieux, des objets, du temps, sépare le mythe de la réalité judiciaire. Oui, l'opération fut brillante dans son exécution initiale. Toutefois, un détail gras d'empreinte a fissuré la légende. Et si l'on retient encore son nom aujourd'hui, c'est parce qu'il incarne cette vérité banale et implacable. Entre la lueur rouge d'un faux signal et la lumière blanche d'une salle d'audience, il n'y a parfois que le chemin d'un plateau de jeu.